du séminaire d'autres scènes, consacré aujourd'hui à l'ineffabilité du songe. Et donc, nous entendrons Sandrine Béregard, puis Séverine Rérol. Donc, je vais tout d'abord présenter Sandrine, qui est maître de conférence HDR à l'Université de Strasbourg, où elle enseigne la littérature française. Et l'essentiel de ses recherches porte sur le théâtre français des XVIe et XVIIe siècles, et notamment sur les pratiques de lecture. Elle est l'éditrice scientifique des pièces, alors notamment de Rotrou, Hardy, Barrault, et sa dernière monographie, Pratique de l'argument dans le théâtre français des XVIe et XVIIe siècles, est parue en 2020 au Classique Garnier. Elle dirige par ailleurs une édition du théâtre complet de Resciguier, dont le premier tome est paru en 2021, et conduit actuellement un projet d'anthologie consacré aux lectures du théâtre français des XVIe et XVIIe siècles. Voilà, et donc aujourd'hui, Sandrine va nous parler de la Marianne de Tristan l'Hermite. Nous avions indiqué 1637, c'est bien ça? Alors, 1637 pour la première édition et 1636 pour la représentation. Voilà, autant qu'on le sache. Très bien. Écoutez, je vous laisse la parole, Sandrine, et donc je demande aux participants de bien veiller à laisser vos micros éteints, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Christine de cette présentation, et merci à Christine et à Séverine de m'avoir associée à ce beau projet qui tombe à pic en quelque sorte, puisque la nouvelle de l'inscription de la Marianne, de la mort de Sénèque et d'Osman, donc de 3 tragédies de Tristan au programme de l'agrégation, est arrivée il y a quelques jours. Enfin, c'est désormais officiel. Et donc, je suis d'autant plus ravie de pouvoir parler de la Marianne de Tristan, dont la création, effectivement, date de 1636. C'est une pièce, en fait, qui a été jouée quelques mois seulement avant la première représentation du Cid. Donc, c'est vraiment une pièce importante, déjà en raison de la chronologie au regard de l'histoire du théâtre français et de la tragédie du XVIIe siècle. Mais en fait, je vais me permettre en quelque sorte, pour commencer, de rebaptiser la pièce, et je la considérerai finalement comme la tragédie d'Hérode plus que comme la tragédie de Marianne. Et donc, en rapport avec le sujet que vous m'aviez proposé, le théâtre de l'ineffable, eh bien, j'ai intitulé cette intervention « L'Hérode de Tristan ». Et donc, je mets en italique « Hérode » pour signifier qu'il pourrait s'agir en quelque sorte du nouveau titre de la pièce de Tristan, entre exposition et obscurcissement. Et bien sûr, je joue sur la polysémie du mot « exposition », qui renvoie à l'ouverture de la tragédie, à la scène, voire à l'acte d'exposition. Mais j'entends également ce mot au sens métaphorique pour désigner ce qui est exposé et ce qui ne l'est pas, ce qui reste caché, ce qui reste dissimulé, ce qui est peut-être de l'ordre de l'indicible et de l'ineffable précisément. Donc, je le disais, la Marianne est la première tragédie de Tristan, et elle a été créée au théâtre du Marais au printemps 1636, avant d'être publiée l'année suivante, en 1637. C'est une pièce qui a connu un immense succès, au-delà même de la période de Tristan, puisque, par exemple, le registre de Lagrange stipule que des représentations ont été données par l'illustre théâtre vers la fin du XVIIe siècle. Et puis, la pièce a été un grand succès éditorial. Je le disais, elle a été publiée pour la première fois en 1637, mais elle a très rapidement fait l'objet de plusieurs rééditions en 1637 et pratiquement jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Alors, je préciserai néanmoins
que le succès de la première ou des premières représentations de la Marianne est en grande partie dû à Mondori, qui était alors le grand acteur, l'acteur vedette de la troupe du Marais. Et on peut considérer de fait que Tristan a vraiment créé le personnage d'Hérode pour l'acteur Mondori. Et c'est justement ce qui explique l'importance considérable que prend le personnage d'Hérode dans la Marianne de Tristan. Alors, c'est malgré tout à moduler, puisqu'en fait, si on compare de ce point de vue la Marianne de Tristan à la Marianne d'Alexandre Hardy, qui est à l'évidence son modèle principal, on constate déjà que dans la Marianne de Hardy, le personnage d'Hérode revêt une importance particulière. Disons que cette importance est accrue dans la Marianne de Tristan, mais elle est déjà assez sensible dans la Marianne d'Alexandre Hardy. Alors, je reprendrai, pour préciser les choses, la définition que donne le dictionnaire de Furetière de l'ineffable, qui ne se peut exprimer ni comprendre, précise Furetière. Et ce qui me semble également important, c'est que les exemples fournis par Furetière appartiennent tous, ont tous trait au domaine religieux, au sacré. Et à partir de là, je me propose de traiter de deux exigences contradictoires qui semblent avoir guidé le dramaturge dans la nouvelle version qu'il offre de ce que j'appellerais la tragédie de Marianne et surtout d'Hérode. La première exigence à laquelle Tristan doit en quelque sorte obéir, c'est la nécessité qu'il y a, surtout au moment de la scène d'exposition, et ici il s'agit du très court monologue d'Hérode par lequel s'ouvre la pièce. Donc c'est la nécessité de révéler, paradoxalement, dans cette scène d'exposition, d'éclaircissement, la part d'ombre caractéristique de celui qui apparaît, je le disais, comme le véritable héros de la tragédie, à savoir les meurtres qu'il a commis pour accéder au pouvoir. Alors juste pour rappel, l'histoire d'Hérode et de Marianne, c'est une histoire qui ressemble beaucoup à celle d'Othello et de Desdémone. Hérode finit par se persuader de l'infidélité de son épouse Marianne, qui, il est vrai, se refuse à lui parce qu'Hérode, en fait, a tué la plupart des membres de la famille de Marianne, et en particulier, Hérode s'est rendu coupable du meurtre d'Aristobule, le jeune frère adoré de Marianne, et la pièce commence justement avec l'évocation du fantôme d'Aristobule qui est apparu en songe dans la nuit à l'esprit d'Hérode. On sait en effet la fonction essentiellement informative que revêt dans le théâtre français du XVIIe siècle la bien dénommée exposition, action de faire voir en public, dit Furetière, donc il s'agit de dire, de faire entendre et de faire voir tout à la fois, que cette exposition, comme on l'appelle, de manière assez technique, se réduise à la première scène ou s'étende à l'ensemble du premier acte, comme cela semble être plus ou moins le cas ici. Alors avec la Marianne, en fait, le premier acte de la Marianne, on a un mode de composition assez particulier, mais au fond assez caractéristique de ce que l'on observe dans le théâtre français des années 1630. C'est-à-dire que le premier acte est assez bref, il est assez resserré, surtout en comparaison du dernier acte, qui se caractérise vraiment par son ampleur. Et le premier acte de la Marianne se compose essentiellement de deux scènes. La première scène, donc, qui est un monologue très court d'Hérode s'éveillant en sursaut, précise la didascalie, et s'adressant au fantôme d'Aristobule. Et puis à ce monologue succède un long dialogue entre Hérode, Féror et Salomé, son frère et sa sœur. Ce dialogue se prolongeant, étant prolongé par la scène 3. Et au cours en fait de ce long dialogue, les personnages discutent de l'interprétation qu'il convient de donner au songe auquel on reconnaît bien sûr, auquel le spectateur reconnaît d'emblée un caractère prémonitoire.
Et puis, donc, l'autre exigence qui s'impose à Tristan dès cette scène ou cet acte d'exposition, c'est l'impossibilité pour le personnage d'Hérode de reconnaître ouvertement les crimes dont il s'est rendu coupable. Donc Hérode est davantage dans une stratégie de dénégation, de dissimulation. Et Tristan, finalement, se trouve un petit peu tiraillé entre ces deux exigences un peu contradictoires. La tension entre ces deux aspirations, donc la nécessité de l'éclaircissement et la nécessité de montrer à quel point l'esprit d'Hérode est obscurci par le mensonge et la dénégation, cette tension est d'autant plus forte que c'est le personnage d'Hérode donc qui ouvre la pièce, d'abord avec un très bref monologue qu'il prononce au sortir de son cauchemar, puis, je le disais, avec le long dialogue qu'il a avec ses frères et sœurs, et qui est pour une très large part consacré à l'évocation, à la narration et au déchiffrement de cette apparition nocturne, puisqu'Hérode, malgré tout, dans la scène 2 puis dans la scène 3, fait un récit détaillé du songe et de la vision du fantôme d'Aristobule qu'il a eu pendant la nuit à l'occasion de ce songe, et lui-même et les autres personnages essaient de donner du sens à ce songe. Donc tout est biaisé, certes, par le fait que les trois personnages, Hérode, mais aussi Féror et Salomé, sont tous hostiles à Marianne, le point de vue de cette dernière n'étant entendu pour la première fois qu'au début de l'acte 2. Mais précisément, Tristan a renoncé à la solution qui aurait consisté à confier l'exposition des principaux événements, et en particulier des événements qui ont précédé l'ouverture de la pièce, l'assassinat d'Aristobule surtout. Donc il a renoncé à confier l'exposition à Marianne et a décidé plutôt de faire entendre d'emblée le point de vue et la vision biaisée, encore une fois, d'Hérode. Ce déséquilibre quantitatif en faveur du protagoniste masculin, du moins à l'échelle du premier acte, se justifie par l'importance que le dramaturge entendait conférer à Mondoré. Donc il y a une nouvelle exigence qui vient s'ajouter aux précédentes, donc la nécessité de mettre en lumière celui finalement sur lequel devait reposer et reposa une grande partie du succès de la pièce. Donc l'enjeu n'est pas seulement dramatique, il concerne aussi les conditions de présentation de la pièce. Comparé au modèle que constitue à ses yeux la Marianne de Hardy, il est évident, je le disais, que la pièce de Tristan accorde un poids considérable à la figure d'Hérode, qui contribue à la structurer, puisqu'il surgit, le personnage d'Hérode, au début et à la fin. Et donc, je voudrais ne pas me contenter du monologue d'exposition, je voudrais en fait, par un saut peut-être un peu audacieux, relier ce monologue d'exposition à la toute fin de la pièce et en particulier au 5e acte. Alors je le précise peut-être ou je le rappelle en quelques mots pour ceux qui n'auraient pas la pièce bien présente à l'esprit, mais en fait, Tristan pour cette pièce adopte un mode de construction assez singulier que lui reprochera d'ailleurs Corneille dans l'un de ses discours sur le poème dramatique, à savoir qu'il place le dénouement à proprement parler, c'est-à-dire le dénouement dramatique, la mort de Marianne, à la fin du 4e acte, si bien que l'intrigue est en quelque sorte close, alors même que le 5e acte n'a pas encore commencé. Et en fait, Tristan a recours à un dispositif très astucieux pour remplir en quelque sorte ce 5e acte, c'est-à-dire que ce 5e acte est entièrement consacré aux fureurs, à la folie d'Hérode, qui reçoit le récit de la mort de Marianne et qui en devient fou de douleur et de remords. Et donc la folie d'Hérode est amplifiée et donne lieu à un véritable spectacle qui n'est pas seulement un spectacle de mots, mais qui est aussi un spectacle de gestes, puisque la folie d'Hérode se manifeste par un discours délirant, mais aussi par une gestuelle incontrôlée. Donc ça veut dire concrètement que la structure de la pièce est une structure véritablement circulaire,
la fin renvoie au début, comme si le 5e acte n'était là que pour amplifier un mouvement largement amorcé dans les 14 vers qui composent le monologue inaugural de la pièce. Donc, ce sont toutes ces tensions, ces points de convergence aussi entre le début et la fin de la pièce que je voudrais maintenant mettre en lumière. Donc, mon premier point, je l'ai intitulé « Une esthétique de la miniature ». Et là, je voudrais revenir sur ce monologue inaugural qui est véritablement le point de départ absolument décisif de toute la pièce et de la structure sur laquelle elle est fondée. Donc, je voudrais considérer ce monologue que vous avez peut-être sous les yeux comme une sorte de miniature, l'idée étant finalement que ce monologue qui se compose, je le disais, de 14 vers, donc qui a exactement la taille d'un sonnet. Alors, le monologue, là, en 14 vers, est composé presque comme un sonnet, mais pas exactement. Je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, mais je le précise, non seulement pour insister encore une fois sur la fulgurance de ce monologue inaugural, mais aussi pour rappeler que Tristan est d'abord un poète, il l'est chronologiquement, puisqu'au moment où il commence à écrire pour le théâtre, en 1636, il a déjà une œuvre poétique, une œuvre lyrique abondante. Il a notamment publié en 1633 un premier recueil personnel qui s'appelle « Les plaintes d'Acanthe ». Et ce premier recueil personnel est déjà tout imprégné d'un motif, le motif de la mélancolie sombre, que l'on va retrouver d'une autre façon, sous une autre forme, dans son théâtre et en particulier dans sa première tragédie. Donc il est important, je crois, d'avoir à l'esprit que nous avons affaire ici à un poète devenu dramaturge, mais donc à un dramaturge qui, il le dit d'ailleurs dans son avertissement au lecteur, s'efforce d'inscrire sa pièce dans la perspective du théâtre, je le cite, mais qui est encore finalement très imprégné des habitudes qui ont été les siennes et qui continueront d'être les siennes en tant que poète lyrique. Donc la fulgurance de ce poème, alors j'en lis de ce poème dramatique, j'en lis juste les 2 premiers vers qui donne un aperçu de la tonalité générale de ce monologue et de l'ensemble de la pièce. Fantôme injurieux qui trouble mon repos, ne renouvelle plus tes insolents propos. Hérode, en effet, s'adresse à Aristobule, à l'ombre vengeresse d'Aristobule qui lui est apparue en songe. Alors, si vous regardez d'ailleurs la version de la Marianne de Hardy, vous y constaterez que la Marianne de Hardy commence comme beaucoup de tragédies à l'antique de la Renaissance. La pièce commence en effet par l'apparition même du fantôme d'Aristobule qui prend la parole pour demander que son meurtre perpétré par Hérode soit vengé, soit puni. Mais ce procédé de l'ombre protatique que les auteurs de la Renaissance empruntaient aux auteurs antiques, bien sûr, c'est un procédé qui n'est plus du tout utilisé à l'époque de Hardy, à l'époque de Tristan, pardon, qui est encore un petit peu à l'époque de Hardy. Et ce qui est très, très intéressant, justement, c'est que Tristan reprend en quelque sorte, en le déplaçant, le procédé de l'ombre protatique qu'avait largement utilisé Alexandre Hardy dans sa scène inaugurale. Alors, ce qui est aussi très frappant à la lecture de ce monologue inaugural, c'est le vocabulaire hyperbolique que Tristan place dans la bouche d'Hérode, va dans l'ombre éternelle, ou encore, autant le fantôme, Hérode, disons, est tout aussi en colère que l'est ce fantôme injurieux qui exprime un certain nombre de récriminations. Je donnerai bon ordre à tous les accidents qui n'étant point prévus perdent les imprudents, mais quoi, le front me sue et je suis hors d'haleine. L'apparition de ce fantôme est absolument insupportable, intolérable au tyran, au véritable tyran cruel et sanguinaire qu'est le personnage d'Hérode. Et donc, ce que je voudrais dire à propos
de cette exposition qui est là aussi pour montrer à quel point Hérode se voile la face à propos de la réalité de la situation, à propos de la gravité des meurtres dont il s'est rendu coupable, c'est qu'il y a, me semble-t-il, du côté du spectateur ou du lecteur, deux modes de réception possibles. Soit le lecteur ou le spectateur connaît déjà l'intrigue de la pièce, l'histoire biblique, celle que l'on trouve dans les Antiquités judaïques de Flavius Joseph, qui raconte l'histoire d'Hérode et de Marianne. On peut penser aussi bien sûr à un lecteur ou un spectateur français qui connaît pour l'avoir lu ou pour l'avoir peut-être vu jouer la Marianne d'Alexandre Hardy. Et alors par comparaison, l'invocation, l'adresse à ce fantôme injurieux prend tout son sens. Le lecteur, le spectateur comprend qu'Hérode s'adresse au fantôme d'Aristobule. Soit le spectateur ou le lecteur est complètement là dans l'obscurité, il essaie de comprendre ce qui se passe, il essaie de comprendre ce que dit le personnage. Et alors, il y a fort à parier pour que le spectateur, le lecteur, soit surtout saisi sans vraiment en comprendre les raisons profondes par la force des émotions exprimées par le personnage et l'acteur à sa suite, mais sans doute que le lecteur, le spectateur, à ce moment-là, est un petit peu dans le brouillard, ce brouillard même dont se réveille en quelque sorte Hérode. Alors une première éclaircie néanmoins surgit, mais elle surgit beaucoup plus tard, au vers 87. Donc là, nous sommes à la scène 3 du premier acte. Hérode, donc, qui est mieux réveillé qu'au début de la pièce, qui a retrouvé un petit peu ses esprits, une partie de sa lucidité, et qui a commencé à s'entretenir, je le disais, avec son frère et sa sœur, et qui essaie de donner du sens, à ce songe, à cette apparition fantomatique, eh bien, propose de ce cauchemar un récit un peu construit. Je vous en lis simplement le début. La lumière et le bruit s'épandaient par le monde, et lorsque le soleil qui se lève de l'onde élevant au cerveau de légères vapeurs, on reconnaît bien la patte du poète qui évoque l'apparition de la nuit et du sommeil en des termes très poétiques. Et alors après, les choses sont plus claires, si j'ose dire. Je me suis trouvée seule dans un bois écarté où l'horreur habitait avec l'obscurité lorsqu'une voix plaintive a percé les ténèbres, appelant Marianne avec des tons funèbres. Et donc, on finit par comprendre que c'est bien sûr Aristobule qui appelle à travers la voix d'Hérode sa propre sœur. Donc, Hérode se met à faire le récit de ce songe a priori énigmatique, mais de ce songe qui commence un petit peu à s'éclaircir, à prendre tout son sens. Les ténèbres, et là je cite le vers 95 que j'ai lu à l'instant, qui enveloppe dès son ouverture la tragédie de Tristan, n'en demeure pas moins instructive à plusieurs titres. D'abord, ces ténèbres qui sont bien sûr les ténèbres de la nuit, la nuit qui se termine probablement au moment où commence la pièce. Ces ténèbres sont métaphoriques de l'obscurité d'un personnage qui est en quelque sorte l'incarnation du mal et qui se voile la face sur la réalité de son être, qui n'est pas capable de prendre la mesure de ce qu'il a fait, de la situation qu'il a lui-même produite, à tel point qu'il se dit persécuté par celui-là même qu'il a fait mourir. Donc il renverse complètement la situation pour la tourner en sa faveur. La nuit terrible que vient de passer le roi, la nuit extrêmement agitée, dont témoigne ce réveil brutal, est aussi mimétique et annonciatrice de la longue nuit, au sens figuré cette fois, que sa vie promet désormais d'être. Je parle évidemment de la folie dans laquelle Hérode finit par sombrer à la fin de la pièce, mais qui s'amorce dès ce monologue inaugural.
La conséquence première d'un tel dispositif, là en termes dramaturgiques, est que le début est comme la fin, et on peut penser d'ailleurs au mode de composition de certaines tragédies de la Renaissance qui annoncent le dénouement et qui amorcent même le dénouement dès l'exposition, ce qui est assez paradoxal. Donc la conséquence d'un tel dispositif est que le début est comme la fin, et de fait, la plongée d'Hérode dans une folie traversée de remords et de sombres hallucinations en est la confirmation même. La mort psychique est déjà à l'œuvre dès ce monologue inaugural. C'est là pour Tristan une manière donc de reprendre en le revivifiant le procédé typique de la tragédie à l'antique du monologue protatique. Je vous renvoie par exemple au monologue du fantôme de Marc-Antoine par lequel s'ouvre la Cléopâtre captive de Jodelle. Mais en 1636, le procédé n'est plus d'actualité et par conséquent, Tristan, d'une manière très dynamique, et là on peut imaginer même, ce qui est assez étonnant, un personnage de roi qui est encore à moitié déshabillé dans son lit, une situation tout à fait étrange pour un personnage de monarque. Tristan choisit de faire entendre les paroles d'un Hérode terrifié, pétrifié, plutôt que de faire voir celle de l'ombre vengeresse, à l'instar de ce qu'aurait proposé à sa place Jodelle ou Garnier. Mais dans ce cas, les informations relatives aux événements antérieurs sont clairement exposées, alors qu'en l'espèce, Tristan maintient délibérément le flou. Et ce qui me semble assez remarquable, surtout au regard d'un lecteur, d'un spectateur qui ne connaît pas la fable ou qui la connaît mal ou qui en a un souvenir assez lointain, c'est qu'au moment où Hérode prononce ce monologue, eh bien, on peut ne pas être capable de savoir si Hérode est la victime ou s'il est au contraire le bourreau, et si Aristobule est la victime ou le bourreau. Il n'empêche que ce court monologue mérite d'être compris comme un reflet en miniature des principaux enjeux de la pièce. Il installe un climat d'angoisse que la pièce ne quittera ensuite jamais, sauf que les craintes ici exprimées par Hérode concerneront davantage Marianne, persécutée par un mari cruel. Il témoigne du rôle central que joue le pouvoir et ceux qui l'incarnent. Et d'ailleurs, à partir du vers 5, Hérode rappelle son titre, sa position de roi. Je suis assez savant en l'art de bien régner, ce qui est d'ailleurs paradoxal, puisque oui, il règne sur les autres, mais il ne règne pas sur lui-même, comme le soulignera Narbal tout à fait à la fin de la pièce. Et les rois, bien souvent, sont esclaves d'eux-mêmes. Donc, je conclue provisoirement sur ce premier point, parce que je vois que l'heure tourne également, en disant que la sorte de mise en abîme de l'ensemble de la tragédie qu'il est possible d'observer dans cette première scène fait d'elle une esquisse, une ébauche, plutôt qu'un dessin détaillé. Tout est en germe, en quelque sorte, dans cette scène inaugurale, et il ne reste plus à Tristan qu'à tirer le fil de ce qu'il a noué dans ce monologue inaugural. J'en viens donc au deuxième point de mon propos que j'ai intitulé « De l'obscurité à la lumière ». Nous en étions dans la première partie plutôt dans les ténèbres de la nuit, de la folie naissante, du monstre naissant, comme l'aurait appelé Racine, que constitue le personnage d'Hérode. La tragédie est par excellence l'art du logos, de la parole et d'un discours ordonné par la raison, celle du poète qui a pris soin d'organiser les scènes et à l'intérieur de chacune d'elles, les répliques et tirades qu'il attribue aux différents personnages. Et je songe, un mauvais jeu de mots, à la formule célèbre de l'abbé d'Aubignac dans la pratique du théâtre, qui explique que le théâtre est une peinture parlante et agissante. C'est pourquoi aussi j'introduisais l'image de la miniature. On a ici comme une représentation au vif, un portrait au vif du personnage d'Hérode. Une pleine confiance est donc placée par Tristan
comme par tous les dramaturges français de son temps, dans le discours et son aptitude à dire la réalité des choses et des êtres, comme si la parole coïncidait parfaitement avec ce à quoi elle renvoie. De fait, Hérode parle presque autant de lui-même que des autres, d'Aristobule et de Marianne, appelant Marianne, dira-t-il au vers 96, ou bien, là ce n'est pas Hérode qui parle, c'est Narbal, un personnage secondaire, celui qui à la fin viendra raconter la mort, les circonstances de la mort de Marianne, et qui a cette belle parole au vers 1750 à propos de Marianne, il ne reste plus rien d'elle que son beau nom. Il ne reste plus d'Aristobule que son nom en quelque sorte, ce nom qui donne vie tout d'un coup à un fantôme injurieux capable de parler par la voix, par l'intermédiaire d'Hérode. Il est par conséquent étrange dans un tel contexte que demeurent des zones d'ombre, des non-dits, même si le silence d'Hérode sur ses propres crimes est de ce point de vue compréhensible. Donc le défi de Tristan est de réussir à faire comprendre au spectateur ou au lecteur qu'Hérode est coupable dès cette scène d'exposition si possible, alors même que c'est sa version, c'est sa seule voix qui est entendue, du moins alors dans cette scène, mais aussi dans l'ensemble de l'acte d'exposition que constitue théoriquement le premier acte. Et pour cela, je me fonderai sur la double métaphore de l'obscurité et de la lumière qui traverse véritablement toute la pièce, Hérode étant bien sûr du côté de l'obscurité et Marianne du côté de la lumière, et vous allez le voir, à la fin de la pièce, nous assistons, grâce aux paroles d'Hérode, à une sorte d'assomption de Marianne. Marianne est morte, mais elle ne l'est pas tout à fait, puisqu'elle apparaît telle une Vierge Marie, toute entourée de lumière dans le ciel, auprès de Dieu quasiment. La double topique de la lumière et de l'obscurité se développe dès la troisième scène. Alors, je vais quand même vous lire un petit bout que je vous ai lu tout à l'heure, lorsque je disais que Tristan retrouve ses habitudes de poète, ses réflexes de poète, la lumière et le bruit s'étendaient par le monde, et lorsque le soleil qui se lève de l'onde élevant au cerveau de légères vapeurs. Et cette thématique de la lumière et de l'obscurité est indissociable de la thématique de la parole et de la vue mêlée. Je citerai là, à titre d'exemple, quelques vers qui se situent un peu plus loin, c'est au vers 106. Le jeune, lorsque Hérode dit, le jeune Aristobule apparut devant moi, et à partir de là, Hérode dresse le portrait d'Aristobule, ou plutôt, il rend compte du fantôme d'Aristobule tel qu'il lui est apparu. Donc, il jette en quelque sorte une lumière sur cet être des ténèbres, sur cet être nocturne et fantomatique. Et c'est un discours empreint de polyphonie que le lecteur ou le spectateur est invité à percevoir, à entendre et à visualiser en quelque sorte. Il est d'ailleurs à noter qu'Aristobule prend la parole après s'être rendu visible. Il est apparu devant Hérode, mais ensuite il prend la parole. Hérode dit, alors c'est à partir du vers 127, « Ses propos dès l'abord ont été des injures, des reproches sanglants, mais tout plein d'imposture. Il a fait contre moi 1000 imprécations. » Et puis, à un autre moment, c'est juste après au vers 132, Hérode dit toujours à propos d'Aristobule, m'imputant tous les maux de nos guerres passées. Et en fait, si le lecteur a, disons, quelque intuition, il comprendra en fait qu'Aristobule n'est pas à l'origine des guerres sanglantes dont la famille de Marianne a eu à souffrir, mais il s'agit bien d'Hérode, de ce tyran sanguinaire qui est à l'origine des souffrances et des guerres, et y compris des guerres intestines, dont sa famille même est le principal foyer. Donc en fait, l'être assoiffé de sang et de vengeance que présente Hérode, c'est ainsi qu'il décrit le personnage d'Aristobule,
Cet être assoiffé de sang et de vengeance n'est autre qu'Hérode, donc en faisant le portrait d'Aristobule, il fait en réalité son propre portrait. L'acte d'exposition est ainsi doublement éclairant. Il l'est sur les faits tels qu'ils se sont réellement produits, à supposer que le récepteur les détecte. Alors évidemment, moi je triche, puisque je connais la pièce, la fable qu'elle reprend et surtout le dénouement de la pièce. Mais l'acte d'exposition est aussi éclairant sur l'aveuglement profond d'Hérode, qui sent néanmoins sourdre en lui l'éclat de la vérité. Celle-ci finira précisément par éclater au 5e acte, par la bouche même d'Hérode, le mensonge, l'aveuglement, l'obscurcissement de l'esprit, l'illusion des sens, les errances du moi apparaissent en somme de la manière la plus claire qui soit. Par exemple, au vers 1447, Hérode a cette parole étrange, « Marianne a des morts accrus le triste nombre ». Car c'est la complexité de la situation qui se trouve ainsi montrée, dite et illustrée, par les troubles d'un Hérode qui s'agite en même temps qu'il exprime par des mots l'inquiétude qu'il habite. Mais c'est surtout dans le dernier acte que se réalise, paradoxalement puisqu'elle est morte, réduite qu'elle est à l'état qui était celui d'Aristobule, le triomphe de l'héroïne, sanctifiée, sacralisée, jouissant désormais d'une aura à la manière des saints. À la vision sombre d'un Aristobule dont l'âme ne saurait être en repos car sa mort n'a pas encore été vengée, elle le sera grâce à la folie furieuse d'Hérode, dès lors semblable au torturé de l'enfer mythologique, s'oppose et succède donc la vision d'une Marianne qui s'élève dans le ciel. Et là, je vous renvoie au vers 1725 et suivant, où vous avez donc une assez longue description de la vision de cette Marianne lumineuse, alors même qu'elle est morte, mais elle n'est point morte, dit Hérode, qui se refuse à reconnaître la réalité, mais en même temps qui dit une certaine vérité, puisqu'effectivement, Marianne a symboliquement triomphé de l'obscurantisme d'Hérode. Elle vit dans les cieux et ses rares vertus l'ont mise au rang des dieux. Il faut que l'on construise un temple à cette belle, etc. Néanmoins, et encore une fois, tout se fait et se dit de façon indirecte, par l'intermédiaire d'images ou de représentations dotées d'une valeur métaphorique. Ainsi, lorsqu'Hérode voit ou croit voir Marianne dans le ciel, auréolée de gloire, il fait comprendre la défaite qu'il admet pour lui-même, sans la dire explicitement, sa raison étant fortement perturbée. Alors évidemment, il s'agit aussi pour Tristan de raviver un paradoxe bien connu depuis Erasme au moins, c'est-à-dire que la folie permet de faire surgir une clairvoyance nouvelle, inédite. Je vais peut-être passer sur la fin de cette deuxième partie, parce que je vois que le temps m'est compté, et j'en arrive à la troisième partie qui sera, je vous rassure, bien plus brève que les précédentes, et qui se propose cette fois-ci de considérer donc très, très brièvement, très succinctement, la gestuelle, l'actio, plutôt que le logos, ou plus précisément l'articulation entre le geste et la parole. Contrairement à ce qui s'écrit parfois, le théâtre du XVIIe siècle n'est pas dénué de didascalie, bien au contraire, qu'elle soit externe ou interne. Tristan, comme Corneille à la même époque par exemple, et je vous renvoie par exemple à une pièce comme Le Clitandre de Corneille, sa première tragique comédie, Tristan a une conscience très aiguë des réalités de la scène et truffe par conséquent ses textes d'indications de jeu qui sont particulièrement éclairantes directement pour l'acteur chargé d'incarner le personnage d'Hérode en l'occurrence, mais éclairantes aussi pour le lecteur, pour lui permettre une meilleure compréhension des caractères qui animent la pièce. Et la première didascalie que je citerai bien sûr, c'est celle qui accompagne le monologue inaugural, Hérode s'éveillant en sursaut. Cette première didascalie, qui est utile évidemment à la mise en scène, à la mise en jeu, mais qui est aussi d'une grande utilité pour un lecteur soucieux de reconstituer mentalement le spectacle réel ou possible. Et d'ailleurs, ce réveil en sursaut
c'est quelque chose que l'on retrouve, c'est un motif que l'on retrouve par exemple dans la poésie élégiaque de Du Bellay, c'est la marque du furieux, du mélancolique furieux et de celui qui a une mauvaise compréhension de la réalité, celui dont l'esprit est obscurci. C'est encore une fois le personnage d'Hérode qui concentre, cette fois-ci, je me transporte vers la fin de la pièce, la majeure partie des informations de ce type. Et par exemple, vous trouvez, donc à l'acte 5, au moment où Hérode prend conscience de la mort et de la mort de Marianne et de sa part de culpabilité, il devient violent et il retourne cette violence contre lui-même. Comme le montre par exemple cette didascalie, il se jette sur l'épée de Narbal, non pas pour tuer Narbal, mais pour se tuer lui-même. Le personnage d'Hérode est alors d'autant plus exemplaire qu'il est profondément agité, mu par des sentiments contradictoires, notamment lorsqu'il se laisse attendrir passagèrement par les larmes de Marianne. Alors là, je reviens un petit peu en arrière. Il se laisse attendrir par la mort de Marianne, mais en fait, ce mouvement d'attendrissement est amorcé un peu plus tôt dans la pièce, au moment du procès de Marianne, qui est pourtant là, un procès à charge, mais à un moment donné, c'est au vers 877-878, Hérode dit qu'il est attendri par les larmes que verse Marianne, et donc on a l'impression qu'il est sur le point de basculer du côté de la lumière plutôt que du côté de l'obscurité, au point que mon courroux était le plus aigri, le plus vif, par le cours de ses pleurs, mon cœur s'est attendri. L'amour et la haine, la rage et la tendresse se disputent en lui, de telle sorte qu'il apparaît comme le lieu même d'un âpre combat. Tout cela lui confère une épaisseur riche d'interprétation, notamment scénique. Et là, je citerai brièvement le portrait que Tristan fait de Mondori, de l'acteur Mondori, interprétant le personnage d'Hérode dans l'avertissement au lecteur de Panthée, parce qu'en fait, Panthée, avec sa deuxième tragédie, Panthée, Tristan prévoyait de confier le rôle principal, le personnage d'Arras, à Mondori, et malheureusement, Mondori, entre-temps, est tombé malade et n'a donc pas pu interpréter le personnage d'Araspe comme le prévoyait Tristan. Et le jeu de l'acteur est là aussi finalement pour révéler la part de lumière et d'obscurité du personnage. Tristan écrit ceci: cet illustre acteur ne tient point sa gloire du hasard ou de l'aveuglement des hommes, c'est par de merveilleuses qualités qu'il a forcé toute la France de rendre justice à ses mérites. Il s'y fait voir plein de la grandeur des passions qu'il représente. Donc il y a un côté éclatant, lumineux en quelque sorte, dans l'interprétation que Mondori a su donner du personnage d'Hérode. Hérode laisse, cela dit, échapper à plusieurs reprises le sentiment de culpabilité qui l'étreint. « Ah, je suis l'auteur de ce meurtre inhumain », dit-il par exemple vers 1589. Mais nous sommes là au moment du dénouement que j'appellerais psychologique, marqué par l'anagnorisis, la reconnaissance, la révélation, ou la prise de conscience d'Hérode de ses propres crimes et de l'innocence de Marianne. Un peu plus loin, le roi en appelle à la vengeance contre lui-même et reprend ainsi les récriminations initiales d'Aristobule pour les tourner contre lui-même. Venez, venez venger sur un tyran profane la mort de votre belle et chaste Marianne. Je conclus en quelques mots. Donc, pour faire plus directement écho au sujet qui nous occupe, celui de l'ineffable dans le théâtre baroque, je dirais que la lecture de la Marianne de Tristan et de la trajectoire d'Hérode qui s'y joue révèle la coexistence de deux chaînes de signification complémentaires. D'un côté, en effet, il y a ce que dit explicitement le personnage et qui donne à entendre et à voir la puissance des passions qui le fondent, et d'un autre côté, ce que le lecteur ou le spectateur est invité à reconstituer et à déceler au-delà des mots en quelque sorte, ou à travers les mots qui lui sont adressés, le sens second relatif à l'implicite, et c'est la culpabilité mêlée de souffrance,
par opposition à l'innocence des victimes qui se trouvent alors mises en pleine lumière. Pour que la dramaturgie tristanienne offre un réel intérêt, il convient donc à l'auteur de faire comprendre ou de faire deviner, tout en épousant le point de vue de chaque personnage parlant et agissant sous les yeux du public. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous pour cet exposé extrêmement éclairant, si je puis me permettre. Et bon, il y a énormément d'entrées dans ce que vous nous avez dit, à la fois sur peut-être une sorte de... Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça une innovation dans la structure, une innovation structurelle, parce que c'est quand même ce que vous nous avez décrit, c'est quand même assez intéressant. Voilà, et puis bon, il y a toute cette problématique également eh bien, de ce qui est dit et vu, et puis de ce qui doit être décelé. Donc, ça, je trouvais qu'il y avait vraiment des... voilà, sur la valeur de la métaphore aussi, je trouvais que voilà, ça me paraît aussi extrêmement intéressant. Donc, je vais peut-être laisser la parole et donc est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y a plusieurs questions. Sophie Le Mercier-Godard, tout d'abord. Merci Christine. Oui, j'ai plein de questions, donc je pense que Évidemment. Aurélie aussi, donc il va falloir nous arrêter. Merci Sandrine, c'est super en fait. C'est toutes ces questions qu'on se pose quand on lit voilà, la Marianne de Tristan ou de Hardy, et c'est formidable d'avoir toutes ces précisions. Alors sur le titre, c'est effectivement intéressant. Voilà, on a une pièce qui s'appelle La Marianne, Hardy fait le même choix, et pourtant, selon vous, c'est plutôt la tragédie d'Hérode. Et là, je reprenais la liste des pièces. D'autres dramaturges ont fait le choix de parler de la tragédie d'Hérode. La pièce allemande, qui est l'une des premières propositions, là, 1552, c'est Hérode et ses fils. La pièce universitaire en Angleterre, c'est aussi la tragédie d'Hérode. Alors, c'est vrai que la pièce italienne, en revanche, c'est la Mariana, 1565. Et donc, pourquoi est-ce que finalement, Tristan et peut-être Hardy font le choix de donner ce titre à cette pièce, alors que Hérode est clairement au cœur de leur tragédie? Oui, alors si Tristan fait ce choix-là, à l'évidence, c'est en référence à Alexandre Hardy. Voilà, oui. Ça, c'est clair. Donc, il y a un effet d'intertextualité qu'il revendique. Mais alors, ce qui est curieux, en fait, c'est que Tristan a d'ailleurs écrit 2 poèmes d'éloge pour 2 des volumes du théâtre d'Alexandre Hardy. Mais en revanche, dans son avertissement au lecteur, il fait référence à des sources antiques, ou bien il mentionne le politique malheureux de Cossa, mais il ne mentionne pas Hardy. Ce qui peut se comprendre assez aisément, c'est parce qu'en fait, sans doute, d'abord, la référence à Hardy est assez évidente. Ensuite, Hardy, en 1636, est très, enfin, surtout dans les années qui ont précédé sa mort, donc vers les années 1624-1628, Hardy a fait l'objet de violentes attaques de la part de dramaturges de la génération de Tristan. Donc, il n'est peut-être pas de bon ton de se réclamer ouvertement d'Alexandre Hardy, même si la référence est absolument transparente. Alors après, effectivement, se pose la question de savoir pourquoi Hardy, en l'occurrence, a choisi d'appeler sa pièce Marianne et non pas Hérode. Alors, ça me fait... je répondrai, alors je vais un petit peu botter en touche, mais je répondrai en disant peut-être... voilà. La Marianne de Tristan a parfois été lue, à mon avis, à tort, comme une comédie de dévotion. C'est-à-dire qu'en fait,
ce serait plutôt une pièce qui s'apparenterait à une tragédie hagiographique, d'où l'intérêt qu'il y aurait à mettre l'accent sur la victime, sur la figure de l'innocence persécutée, telle que la réinterprète d'ailleurs à la lumière du dogme chrétien Cossin, plutôt que sur le tyran abominable, le tyran sanguinaire. Il me semble que cette dimension, elle est assez présente dans la Marianne de Tristan, mais beaucoup moins dans la Marianne de Hardy. Donc, en fait, ma réponse ne permet pas de résoudre le problème. Sinon, peut-être, je dirais peut-être que présenter, enfin, placer la pièce sous l'égide d'Hérode, ça peut aussi avoir un effet de répulsion. C'est-à-dire que Hérode, au nom d'Hérode, est attaché un si grand nombre d'actes de cruauté que ce n'est peut-être pas extrêmement vendeur, enfin, mais en même temps, là vous me citez des exemples contraires, mais disons que pour illustrer l'hubris d'Hérode, mieux vaut peut-être mettre en lumière le point de vue de la victime et donc les effets de cette violence intrinsèque au personnage. D'accord, oui, bah oui, effectivement, c'est très convaincant. Et peut-être, est-ce que, puisque vous avez parlé de la Cléopâtre aussi, des différentes pièces, est-ce que c'est peut-être aussi le moyen d'attirer un public, de placer cette tragédie dans la continuité d'autres pièces qui ont… Voilà, oui, tout à fait. Et là aussi, on peut penser bien sûr à toute cette littérature consacrée aux femmes fortes. Hein, la galerie des femmes fortes du Père Lemoine date de 1647. Enfin, on est aussi dans ce contexte idéologique qui conduit à mettre en lumière des personnages féminins, des héroïnes qui se distinguent par des qualités exceptionnelles et la Cléopâtre captive s'inscrit dans cette tradition tout à fait. Hein. La Troade de Garnier aussi, les personnages féminins sont aussi importants. Merci. Très bien. Aurélie? Oui, merci beaucoup Sandrine pour cette très belle présentation et toutes mes excuses d'être arrivée en retard. Hein, voilà, un petit problème de train. Moi aussi, j'avais évidemment des questions et j'étais en particulier frappée par ce que vous disiez sur la carrière de Tristan poète. Et je me demandais donc d'une part, est-ce que Tristan fait du recyclage comme on peut le voir un petit peu avec Shakespeare, est-ce qu'il réutilise des images, des mots, etc. Est-ce qu'il fait référence à sa propre poésie dans sa pièce? Et d'autre part, dans quelles conditions est-ce qu'elle a été jouée? Est-ce qu'on y voit, comme nous on peut le voir avec la Marianne anglaise, une forme d'interpénétration entre le théâtre et la poésie avec une forme de déclamation, de rythme ou un certain type de représentation qui emprunterait aussi à la poésie? Alors, je vais peut-être d'abord répondre à votre seconde question. En fait, bon, on en est plutôt à formuler des hypothèses sur la manière dont le texte pouvait être dit. Alors, les expériences actuelles de déclamation baroque se rapprochent peut-être, on ne sait jamais trop, de la manière dont les textes en vers, et donc pas seulement les textes qui relèvent de la poésie dramatique, pouvaient être dits. Hein. On peut aussi se référer, par exemple, au sarcasme que fait entendre Molière dans l'Impromptu de Versailles à propos des grands tragédiens de l'Hôtel de Bourgogne qu'il parodie. Donc, on peut penser effectivement que ces textes étaient dits selon un mode déclamatoire un peu emphatique, probablement, mais surtout dans le contexte de la tragédie. Hein. Pour la comédie, c'est sans doute assez différent. Et alors après, est-ce que les textes de poésie dramatique ou plutôt les textes qui relèvent de la poésie lyrique étaient dits de la même façon, parce que ces poèmes pouvaient faire l'objet de lectures publiques dans le cadre des salons? Ça, je serais incapable de vous dire et je ne pense pas qu'on puisse trouver la réponse.
peut-être, moi j'imagine que le théâtre quand même exige un mode de déclamation particulier, qui sans doute est moins sensible dans le cadre plus confidentiel d'un salon, par exemple, d'un cercle un peu étroit. Donc voilà. Concernant par exemple l'acteur Mondori, on a un certain nombre de témoignages, le père Rapin en parle, mais ces témoignages louent les qualités de jeu, l'expressivité du jeu de l'acteur Mondori, mais on n'a pas de précision autre sur la façon dont le vers pouvait être dit. Donc, je vous réponds à moitié, je suis désolée, mais voilà. Ensuite, alors, les traces, oui, de Tristan poète. Oui, alors on en trouve, par exemple, il y a un poème qui paraît, je crois que c'est pour la première fois dans les Plaintes d'Acanthe ou dans les Amours, qui s'appelle Les Songes nocturnes. Il y en a un autre, alors qui est plus rigolo, qui s'appelle Les Terreurs nocturnes, mais les Songes nocturnes, c'est un poème qui s'apparente beaucoup à ce qui est développé dans la Marianne à propos des visions fantomatiques d'Hérode. Donc, il est évidemment mon hypothèse, parce que le motif du songe nocturne, c'est un motif qui est constamment présent dans le théâtre de Tristan, dans le théâtre tragique surtout. Et en fait, mon idée, c'est que Tristan, effectivement, recycle, comme vous disiez, réutilise des motifs qu'il a abondamment pratiqués dans son œuvre lyrique, mais quand même avec le souci de les adapter aux conditions de représentation. Bon, sachant évidemment que le motif du songe n'appartient pas exclusivement au théâtre de Tristan. C'est un motif qu'on trouve aussi, par exemple, chez Garnier à la Renaissance. Donc, mais oui, il y a une… Et alors, en même temps, ce qui est très étrange, c'est que dans son avertissement au lecteur, Tristan dit, justement, j'ai cherché à mettre de côté toutes les pointes italiennes, les ornements poétiques, pour m'inscrire dans la perspective du théâtre. Mais en réalité, il ne le fait pas complètement. Au contraire, son théâtre, et en particulier dans la Marianne, est un théâtre très fortement poétisé, très poétique. Oui. Oui, je crois que Sophie voulait… merci Aurélie. Sophie avait quelque chose à ajouter. Oui, et c'est un peu la suite de la question d'Aurélie sur les deux pièces, la pièce de Hardy et la pièce de Tristan, parce que j'ai eu du mal à trouver des informations sur les conditions de représentation, parce que je ne connais pas bien voilà, les sources en lettres françaises. Mais donc ma question, c'est est-ce qu'il est possible que les pièces aient été représentées de façon simultanée encore en 1636 ou non? Voilà, donc la pièce de Tristan remplace vraiment celle de Hardy qui est oubliée, d'accord. Oui. Et ok, d'accord. Et ma deuxième question, c'était sur la langue justement, parce que j'étais étonnée de voir des langues, des styles aussi différents entre la langue de Hardy, qui est très ardue, vraiment incroyable, alors que la langue de Tristan, elle est très, très souple. Effectivement, elle est poétique, elle est très belle. Et autant vraiment Hardy, on s'y arrête, on a même du mal. Et donc ma question, c'est est-ce que cette différence, c'est dû au statut de poète de Tristan, ou est-ce que ce sont deux projets différents, ou alors encore, est-ce qu'il se passe quelque chose entre 1600 et 1636 qui expliquerait que la langue change à ce point? Disons que Hardy, c'est un nostalgique de Ronsard, c'est un admirateur de Ronsard, il le dit lui-même, mais sa langue est encore plus ronsardienne que la langue de Ronsard lui-même, effectivement, ce qui rend parfois la lecture de ces pièces quasiment impossible. Enfin bon, là il y a un effet d'obscurcissement, mais un effet d'obscurcissement volontaire, délibéré et pleinement assumé par Hardy, qui se le voit bien sûr reprocher par en particulier Durillier, Auvray, enfin, des auteurs dramatiques de la génération de Tristan. Et d'ailleurs, Lançon aura cette parole terrible. Il dit
Hardy est un mauvais poète, mais un bon dramaturge. Bon, moi, je suis pas D'accord. d'accord avec ça, mais effectivement, la langue de Hardy est une langue volontairement, délibérément contournée, avec beaucoup D'accord. d'archaïsme, de néologisme, des structures syntaxiques qui rendent la compréhension, même littérale, souvent très difficile. Oui, hein. oui. Donc, Hardy étant cela, disons, assez représentatif de ce qui se joue voilà, entre la toute fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, mais c'est quand même un petit peu un cas d'école. Disons que vraiment, il pousse à l'extrême cette tendance à l'ornementation poétique que l'on trouve chez d'autres auteurs poétiques ou dramatiques de cette époque, mais enfin, lui, vraiment, il décroche le pompon, si j'ose dire. Hein. Et Tristan, bon, ben, en 1636, oui, il doit. Bon, d'abord, depuis le début, il écrit autrement que ne l'avait fait Hardy. Et ensuite, bon, ben, il parle le style d'époque, comme disait Gabriel Conesa à propos de la comédie cornélienne. Enfin, il parle cette langue qui est devenue en quelque sorte la langue des poètes, y compris des poètes dramatiques de son temps. Et donc, il ne peut pas. D'ailleurs, il n'a pas le projet. Il n'a pas le projet